c'est pas que de la traduction en fait. Apprendre une langue, c'est aussi apprendre sa culture, s'imprégner un petit peu de la façon de vivre, des usages. De... C'est pas que des mots, c'est pas que des règles de grammaire, c'est pas que des mots de vocabulaire. Si c'était ça, tout le monde apprendrait des langues rapidement. Ok, bonjour, je m'appelle Georges, je suis le fondateur de Wissey. Je suis ici aujourd'hui avec Jean-Yves Ponce. On va discuter de la mémoire, la technique de la mémorisation et aussi l'apprentissage des langues. Donc, Jean-Yves, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Oui, je m'appelle Jean-Yves Ponce, j'ai 44 ans et je suis spécialiste de la mémorisation. Alors, c'est un terme juste pour dire qu'en fait, j'aide les gens à avoir une bonne mémoire. Et parmi la bonne mémoire, il y a la mémoire du vocabulaire, des langues étrangères, etc. C'est quelque chose que je suis amené à faire régulièrement. C'est-à-dire conseiller les gens sur comment apprendre une langue, conseiller les gens sur comment retenir une langue, apprendre une nouvelle langue, évoluer dans leur carrière. C'est quelque chose que je fais assez souvent. Et donc, la plupart des gens qui viennent me voir sont soit des cadres qui cherchent à se reconvertir ou à prendre des nouvelles responsabilités, soit des étudiants qui cherchent à réussir leurs examens, tout simplement. Ça, c'est les deux gros types de personnes qui viennent me voir. Donc, je fais ça depuis 2011. Okay. Ça fait beaucoup de temps maintenant, ça commence à faire. Quelques années, oui. Et voilà, donc j'ai accompagné des milliers de personnes sur ce chemin-là, en fait, la mémoire, parce que c'est un problème qui touche beaucoup de gens. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, et donc, comment tu es arrivé là, où tu es aujourd'hui? Un petit peu par hasard, et à la base, c'est né d'une frustration. Quand j'étais à l'école, j'étais pas très doué, en fait, pour apprendre. J'avais du mal avec ma mémoire, j'avais du mal à faire fonctionner les choses. Et donc, du coup, j'ai pas fait de très hautes études. Et ça a toujours été un point de frustration chez moi. Et c'est qu'une fois dans la vie active, où j'ai trouvé mon premier emploi en tant que bibliothécaire, c'est une fois dans la vie active que j'ai découvert des nouvelles façons d'apprendre, notamment l'art de la mémoire, comment on mémorisait les textes dans la Rome antique, par exemple. Tout est parti d'un truc comme ça. Et ça m'a ouvert les yeux. Je me suis dit qu'il y avait une autre façon d'apprendre les choses et de rendre l'apprentissage plus facile. Donc, j'ai cherché à rattraper le temps perdu. J'ai commencé par créer un blog où j'ai partagé chaque semaine, chaque jour, même au début, une technique pour apprendre plus facilement. Et après, j'ai enchaîné sur la chaîne YouTube où je montrais aux gens, je partageais en vidéo, toujours pareil, des techniques pour apprendre les choses plus facilement. Donc, au début, c'était sur les chiffres, les dates, les noms et les visages, les études de médecine, et puis bon, évidemment les études de langue, c'est venu très vite, les capitales, la géographie, l'histoire, etc. Et petit à petit, j'ai écrit plusieurs livres sur le sujet, dans le sens comment mémoriser, avec plein de techniques différentes. Et voilà, j'ai écrit une dizaine de livres depuis le temps, donc ça fait pratiquement un par an. Donc c'est plutôt pas mal. Et voilà, aujourd'hui, mon travail, ça consiste à accompagner les gens en formation individuelle, formation collective en entreprise. Également, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je continue à partager tout mon travail. Ok, intéressant. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'à l'école, tu n'étais pas doué pour faire les études, mais après, tu as dû apprendre de nouvelles méthodes pour apprendre. Et en fait, j'entends exactement la même chose avec nos élèves. Oui. Les gens qui n'étaient pas très doués à apprendre la langue à l'école et maintenant ils se trouvent, ils travaillent à l'international et ils ont du mal à s'exprimer. Donc, c'est vraiment un point qui est très intéressant. Et donc, je voulais te demander, avec ton expertise, est-ce que tu as des conseils à nous donner pour apprendre une langue rapidement? Oui, c'est plus un état d'esprit en fait. J'ai créé une petite mnémotechnique en fait spéciale. TIC, T-I-C, et on pourrait même en rajouter un deuxième C, mais TIC. TIC, ok. C'est Qu'est-ce que c'est? Le temps. Le T de TIC, c'est pour temps. Temps. Ok, temps. Plus vous allez passer de temps à apprendre la langue sérieusement, plus vous l'apprendrez rapidement. D'accord. Donc, si vous faites une demi-heure, vous pouvez apprendre une langue en 15 minutes par jour. Il n'y a pas de souci avec ça, mais ça va être plutôt long jusqu'à ce que vous arriviez à la maîtrise. Si vraiment votre but,
c'est de prendre de nouvelles responsabilités, de travailler à l'international, etc., 15 minutes par jour, ça risque de ne pas être suffisant. Ou alors, ça va vous demander beaucoup de temps. Mais ça reste faisable. Si vous voulez accélérer les choses, il va falloir y passer un petit peu plus de temps. Donc, plus vous y mettrez du temps, plus votre cerveau va réussir à se programmer, à s'adapter à cette nouvelle matière que vous essayez de lui faire apprendre. Les langues, c'est une matière un peu particulière quand même, qui va vous demander également, c'est le I de TIC, c'est immersion. Plus vous vous immergerez dans la culture, dans la langue, plus votre cerveau va prendre des repères en fait et va réussir à mémoriser rapidement. D'accord. Donc, ça peut passer par lire en anglais, apprendre l'anglais, écouter les émissions radio en anglais, c'est commencer à entendre un petit peu la langue que vous souhaitez, la pratiquer également. Plus vous passerez de temps immergé dans la langue, vous imprégner de la culture, etc., plus vous progresserez. C'est pour culture. Parce qu'une langue, c'est pas que de la traduction, en fait. Apprendre une langue, c'est aussi apprendre sa culture, s'imprégner un petit peu de la façon de vivre, des usages. C'est pas que des mots, c'est pas que des règles de grammaire, c'est pas que des mots de vocabulaire. Si c'était ça, tout le monde apprendrait des langues rapidement. Il faut développer un intérêt pour la langue. Et pour ça, il faut se plonger un petit peu dans son histoire, dans comment les gens y vivent, dans les coutumes, les cultures, les traditions même. Ça peut aider. Donc, c'est vraiment s'intéresser plus qu'à l'aspect technique. Ça va vraiment aider. Ça peut paraître un petit peu anecdotique de dire ça, mais pourtant, c'est très, très important. Non, tout à fait. Moi, personnellement, je conseille de faire les choses qui vous intéressent. Oui. En fait, il y a toujours quelque chose à trouver. Si tu aimes bien la cuisine, le film, la musique, il y a toujours quelque chose qu'on peut trouver. Et en fait, aujourd'hui, nous avons la chance aussi parce qu'avec YouTube, avec Netflix, il y a beaucoup de choses à regarder, à trouver sur Google en général. Oui, et comme tu as dit, tu peux faire une immersion totale avec tout ce qu'on a. C'est ça. Alors, c'est vrai que le must, pour parler un petit peu comme ça, le must, c'est effectivement d'être un séjour en immersion, si c'est possible. Pas toujours le cas. C'est ce qui est le must. Mais attention, un séjour en immersion où vous n'avez pas de point de repère avec la France. Je m'explique. Le problème, c'est que dans notre monde complètement mondialisé maintenant, si vous voyagez à l'étranger, vous allez très vite retrouver des points d'attache avec d'autres Français dans le coin, avec d'autres structures françaises, etc. Et vous, en tant qu'être humain, vous allez être tenté de vous rapprocher de ce que vous connaissez déjà, donc du français, quoi. C'est pour ça que les Français restent entre eux. C'est pour ça qu'ils vont dans des boutiques françaises parce qu'ils connaissent un petit peu comment ça fonctionne, etc. Et moi, je ne conseille pas ça. Moi, je conseille soit de partir dans des endroits qui sont un peu moins où il y a moins de repères, pas dans les mégalopoles comme Londres, par exemple. Oui, tout à fait. Vous allez avoir une grosse communauté française où vous allez avoir beaucoup de repères avec la France. Moi, j'aime bien dire aux gens, si vous voulez apprendre l'anglais, ce qui peut être intéressant, c'est de partir dans un pays nordique. Pourquoi un pays nordique? Parce qu'ils parlent très bien anglais. Tout le monde, à toutes les générations, ils l'ont appris et ils font l'effort de la pratiquer avec vous, de vous inclure dans les conversations, etc. C'est tout à fait naturel chez eux. Et il n'y a pas d'accent. Il y a peut-être l'accent de leur pays, mais quelqu'un, par exemple, qui est pur américain ou pur anglais londonien va avoir un accent qui peut être difficile et intimidant quand on apprend l'anglais. Alors, même si votre finalité, c'est de partir en Angleterre, dans la City, ou partir à Wall Street, ou peu importe où, en fait, à San Francisco, peu importe, il faut d'abord avoir confiance avant de vous exprimer en anglais. Et si vous n'arrivez pas à le comprendre tout de suite parce que c'est intimidant, vous allez avoir du mal à vous exprimer ensuite par la suite. Donc, c'était juste pour dire, donc pour terminer là-dessus, c'est pour ça que j'aime bien dire aux gens, partez dans des endroits où vous n'avez pas de repère avec la France, si vous devez faire un séjour linguistique. Comme ça vous forcera, en quelque sorte, à pratiquer l'anglais et à vous exprimer. Oui, non, tout à fait, je suis d'accord parce qu'en fait, je trouve que tout le monde veut aller à Londres,
ou passer quelques semaines ou quelques mois à Londres. Mais en fait, Londres, il y a tout le monde là, il y a beaucoup de Français. Je crois que c'est peut-être le 5e ou 6e ville de la France, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens là-bas. Et en fait, quand tu es dans cette situation, tu trouves des amis et tu trouves les Français ou la famille peut-être aussi là-bas et en fait, tu pratiques pas. Et quand tu as un entourage comme ça, c'est très difficile de s'en sortir. En fait, c'est très, très, très difficile. Donc, oui, c'est intéressant ce que tu dis là. Mais du coup, ce que je voulais aussi te demander, parce que tu disais tout à l'heure que c'est important de mettre beaucoup de temps. Oui. 40 minutes par jour, c'est vraiment pas assez pour progresser. Moi, je dis personnellement, si tu veux vraiment progresser, il faut 4 heures par jour. Mais ça, c'est intense. Alors là, tu progresses vraiment vite avec 4 heures par jour. Non, mais quand je dis 4 heures par jour, ça peut être regarder quelque chose sur YouTube, écouter la musique, c'est pas tous les exercices, les cours de langue. Mais oui, c'est vrai, il faut de temps. Mais je voulais te demander aussi, quelle est l'importance des intervalles, des pauses entre les sessions d'études? Alors, quand tu fais des sessions d'apprentissage de langue, que ce soit vocabulaire, la grammaire, peu importe les études de texte, les traductions, peu importe ce que tu fais, en fait, ton cerveau, il va avoir besoin à un moment de se poser et de digérer l'information, la remettre dans l'ordre, faire un récap dans la tête, etc. Ça, il a besoin de temps pour digérer. Donc, quand tu fais 4 heures d'anglais par jour, tu ne les fais pas d'affilée parce qu'il y a beaucoup trop d'informations qui arrivent d'un coup. Et quand tu auras fini tes 4 heures, ce qui va se passer, c'est que tu vas être gavé. Donc, tu vas retenir que les 10 dernières minutes et les 10 premières et tout le reste, ça va être difficile pour le cerveau. Donc, il vaut mieux travailler par petites sessions, genre 25, 50 minutes, voire comme un cours classique, et après laisser une pause pendant laquelle tu fais autre chose. Mais alors, attention, les pauses également. Une pause, c'est sans écran et en mouvement. OK. Tu peux t'expliquer? Je vais développer. Imagine, tu fais une pause avec écran, ton cerveau ne se repose pas en fait. Il capte la lumière bleue et il reste dans un mode où il est concentré sur quelque chose. Et en mouvement, c'est important. Il y a un lien entre tes mouvements, ta position et ta façon de mémoriser. Donc, c'est pour ça que tu as des gens qui font les 100 pas chez eux quand ils essaient d'apprendre un texte. Ça, c'est les comédiens que j'accompagne, par exemple. Très souvent, quand je les accompagne, ils font les 100 pas en essayant d'apprendre leur texte. Mais c'est normal parce que quand tu es en mouvement, tu apprends, tu mémorises beaucoup mieux les choses. Donc, quand tu fais ta pause, tu peux en profiter pour marcher 5 minutes, même si c'est pas loin, même si c'est aller dans ta cuisine chercher quelque chose et puis revenir te balader sur la terrasse et puis revenir, par exemple, te balader sur le balcon. Le fait d'être en mouvement et de faire pas d'écran, strictement autre chose, de faire une vraie pause finalement. Tu peux même juste rester quelque part et puis marcher et puis revenir, faire un tour dehors par exemple. Ça, c'est une vraie pause. Et quand tu espaces donc une séance de travail, une pause, une séance de travail, une pause, une séance de travail, une pause, c'est peut-être beaucoup plus efficace et tu peux enchaîner comme ça beaucoup plus longtemps. Parce que si tu me dis fais 4 heures d'anglais par jour, je vais peut-être le faire la première journée parce que ça va être nouveau, je vais bien comprendre, etc. Mais la deuxième, avant de commencer, je vais me dire je suis parti pour 4 heures là, mais c'est horrible. Je ne vais pas pouvoir. Et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Déjà, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont 4 heures d'affilée. Déjà. Par contre, trouver 20 minutes ou 25 minutes, par exemple, et après 5 minutes de pause, ça a pour effet de maintenir, ça a pour effet de maintenir la concentration plus longtemps. Parce que te poser et étudier quelque chose comme une langue, ça demande beaucoup de concentration. Donc, si tu restes pendant très longtemps à être concentré, au bout d'un moment, tu vas décrocher. Et après, pour te remettre, c'est très, très difficile. Or, si tu fais une séance concentrée 20 minutes, puis après, tu fais une petite pause de 5 minutes, puis après, tu reprends 20 minutes, puis après, tu refais 5 minutes. C'est très court, hein. Mais, ça permet à ton cerveau de se reposer juste ce qu'il faut pour pouvoir tenir comme ça toute la journée. OK, intéressant. Donc, tu dirais le mieux, c'est de faire 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, ou il y a d'autres... Là, chacun diffère. Tu vois, ça fait 1 an que je bosse en coworking avec des gens, en coworking virtuel comme ça, à distance, sur une salle Zoom comme ça, où tu as des gens qui sont de tout métier, de toute génération différente.
on bosse tous selon le même rythme. On a essayé les 25 minutes pendant 1 an. Là, on est sur du 50 minutes. Donc, qui dit 50 minutes dit une pause un petit peu plus longue. Oui. Y a pas de... C'est une question de goût. Question de goût. Tant que tu te tiens au timer, tant que tu te tiens au chronomètre, donc c'est pour ça qu'il faut être vraiment vigilant, notamment sur le chronomètre des pauses. Tant que tu es raccord avec ça, peu importe que tu choisisses 25 minutes, 50 minutes, c'est une question de goût. Tu as des gens qui vont dire, moi, 50 minutes, c'est trop long, je ne peux pas. Tu as des gens qui vont dire, moi, 25 minutes, ça me coupe en pleine concentration et ça m'énerve. Donc, j'ai besoin de plus. Donc, 50. En revanche, je déconseille d'aller au-delà de 50 parce que la concentration chute drastiquement après, quoi. D'accord, ok. Donc après 50 minutes, c'est vraiment la limite. Et pour une séance d'études de 50 minutes, tu fais une pause de 10 minutes, 15 10 minutes? minutes, c'est ça, ouais. 10 minutes. Ok, intéressant. Et donc, est-ce qu'il y a une technique différente pour mémoriser le vocabulaire que pour les règles grammaticales, par exemple? Alors, mais il y a des gens qui ne vont pas utiliser de technique particulière, ils vont apprendre le vocabulaire de la même façon que la grammaire. C'est tout à fait envisageable. Il faut savoir que les gens même si ça fait longtemps qu'ils ne sont pas allés à l'école, les gens ont déjà des préférences pour apprendre. Ils ont déjà une façon de faire qui a fonctionné pour eux jusqu'à un certain point. Donc, c'est bien de partir de là. Donc, plutôt que de vouloir tout refaire de zéro. Mais il faut savoir qu'en ce qui concerne les langues, il existe énormément d'applications pour apprendre le vocabulaire. Des applications qui vont te permettre d'apprendre plus facilement un mot de vocabulaire en l'associant à quelque chose que tu connais déjà. C'est la technique de la mémoire associative, en fait. Où, par exemple, en anglais, cher, ça veut dire... Enfin, en anglais, pot, tu le dis flèche. Flèche. Et pour retenir ça, tu vas l'associer à la flèche que tu tires à l'arc. D'accord, ok. Si tu es français. Tu tires à l'arc dans la chair de ton bras, quoi. Comme ça, de telle façon, quand on va te demander ça se dit comment chair, tu vas penser à la flèche qui traverse ton bras. Parce que chair, ça te fait penser à ton bras, la chair de ton bras. Flèche, skin. Flèche, bras, chair. Comme ça, tu vas faire des associations comme ça. Et c'est ça qu'utilisent beaucoup d'applications quand ils décident de t'apprendre. En fait, elles utilisent tout ça, tout ce système. Elles jouent sur ta mémoire associative. Pourquoi? Parce que ça fonctionne. Donc, on associe. Le procédé, c'est toujours le même. Le mot français, le mot anglais, pour prendre l'exemple de l'anglais, quelle est la traduction du mot anglais, du mot français, pardon, hop, et tu essayes de créer une chaîne comme ça pour une grosse image mentale. C'est une image mentale qui est complètement saugrenue dans ta tête, mais ça fonctionne, quoi. Ok, oui, j'ai lu cette technique dans ton livre, l'association entre les mots, les sons de mots aussi. Mais est-ce que ça marche aussi pour les règles grammaticales? Non, là, c'est différent. Les règles grammaticales, c'est plus une question d'apprentissage délibéré, en fait, de pratique délibérée. Donc, en fait, si tu veux apprendre une règle grammaticale plus rapidement, tu dois te confronter à cette règle grammaticale, c'est-à-dire t'habituer à la voir en action. Donc, ça peut être dans des films, ça peut être dans des séries, des dessins animés, mais c'est aussi dans des cahiers d'exercices où tu vas la pratiquer vraiment, c'est-à-dire que tu vas la voir, tu vas la lire, tu vas peut-être même l'entendre en même temps que tu la lis, je te recommande vraiment. Mais après, ça va être à toi de jouer et tu vas t'exposer, tu vas faire tes séances de travail de 20-25 minutes spécifiquement sur telle ou telle règle de grammaire. Et comme ça, tu vas faire des séances dessus jusqu'à ce que tu penses la maîtriser. Et ça, à mon avis, c'est beaucoup plus efficace pour les... Enfin, c'est pas à mon avis, c'est même testé parmi les gens de la campagne. C'est beaucoup plus efficace pour apprendre les règles de grammaire que si tu essayais de l'associer à quelque chose dans ta tête pour ensuite la ressortir. Donc, ouais, il y a des différences entre l'apprentissage grammatical et l'apprentissage du vocabulaire. Pour moi, tu n'apprends pas les choses de la même façon. Encore une fois, tu as des gens qui apprennent, qui ont toujours appris les langues en faisant juste de la répétition comme ça, et au bout d'un moment, la règle grammaticale, elle rentre. Bah, si vous avez toujours fonctionné comme ça et que ça a marché pour vous, bah, continuez. Maintenant, si vous voulez tester une autre façon d'utiliser votre mémoire, ouais, la mémoire associative pour retenir les mots de vocabulaire, c'est quand même plus sympa, c'est beaucoup plus efficace, solide dans la mémoire, et c'est plus rapide, quoi. Vous allez apprendre beaucoup plus de mots facilement. Il y a une autre chose aussi, on mémorise le vocabulaire bien plus
rapidement quand c'est du vocabulaire qui est autour de notre future activité ou de notre passion ou de notre centre d'intérêt. Donc, partez de là. Si vous voulez apprendre des mots de vocabulaire, n'apprenez pas chaise, fourchette, couteau, avion, aéroport, train, etc. Vous allez apprendre directement dans le champ lexical de l'activité que vous allez être amené à faire, si c'est pour le job, ou si c'est directement dans le champ de votre domaine d'expertise, si c'est pour le boulot ou si c'est là où vous voulez vraiment progresser. Vous n'allez pas apprendre des mots comme ça à random parce que le problème, c'est que vous allez les oublier, ça va vous demander énormément de répétitions et vous allez finir par les oublier quand même parce que vous n'allez jamais les utiliser. Donc, c'est pas vraiment important. Oui, non, ça c'est très important. Il faut utiliser le mot que vous étudiez. Absolument, parce que si vous n'utilisez pas, vous allez oublier, c'est sûr, c'est sûr. Et c'est intéressant ce que tu dis sur la règle grammaticale, parce que, oui, je suis d'accord, il y a cette tangente, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas du tout. Ils essaient de faire des exercices, mais en fait, pour eux, c'est juste mieux de voir les phrases en contexte. Oui. Oui, ils apprennent comme ça et ça fonctionne très bien. Donc, oui, c'est un peu différent pour tout le monde. Solliciter un maximum les sens quand tu apprends une langue, parce que la première phase pour apprendre une langue, c'est toujours la même, c'est la compréhension. Tu ne vas pas t'exprimer tout de suite, tu dois d'abord essayer d'en comprendre un minimum, quoi. Donc, pour la comprendre, c'est le mieux, c'est vraiment de l'entendre en même temps que tu la lis et de la comprendre. Je suis d'accord, oui. Là, tu progresses vraiment. Et pour ça, soit tu as un prof, soit tu as des gens qui te lisent les textes et qui après te l'expliquent. Enfin, il faut que tu aies quelqu'un pour te guider, en fait. Tu peux pas. C'est pas impossible, mais c'est plus difficile à faire seul. Non, tout à fait, oui. Et en fait, c'est intéressant parce que je trouve beaucoup de gens me disent qu'en fait, ils apprennent anglais ou espagnol en utilisant le sous-titre sur Netflix ou quoi que ce soit. Oui. Mais en fait, ce n'est pas toujours une bonne idée parce que les sous-titres ne sont pas exactement ce que les gens disent dans le film ou dans la série. Du coup, et en fait, il faut, si vous allez lire et écouter en même temps, il faut que ça soit exactement la même chose. Parce que sinon, vous allez avoir des problèmes de compréhension. C'est vrai ce que tu dis, c'est particulièrement le cas. Alors, quand je dis ça, les gens pensent tout de suite à Netflix parce qu'ils peuvent mettre les sous-titres comme ils veulent, etc. C'est un très bon réflexe, mais attention, moi, je déconseille de le faire sur des séries, en fait. Surtout si c'est américain. Pourquoi? Parce que déjà, ils ont tendance à massacrer la langue anglaise. J'ai pas dit ça. Donc, vous allez passer beaucoup plus de temps dans la compréhension et après, qu'est-ce que vous avez peut-être mémorisé des tournures de phrases qui sont pas bonnes, grammaticalement pas bonnes. Genre, par exemple, les Américains sont friands de dire it don't. Ça, ils le disent tout le temps et c'est grammaticalement faux, même si c'est maintenant communément admis. Moi, ce que je vous conseille, si vous voulez vraiment utiliser Netflix, ça peut vraiment être une bonne idée, c'est de regarder des dessins animés en anglais. Ah, ok. Pourquoi? Parce que déjà, dans les dessins animés, il ne se passe pas 1 million de choses en même temps. C'est tel personnage va à tel endroit pour faire telle chose. Il n'y a pas beaucoup de choses en même temps. Dans une série, il y a un contexte, il y a plein de personnes qui se parlent en même temps. Histoire, Tout va très vite. C'est tourné un petit peu... c'est un peu exagéré parce que c'est de l'histoire, il faut que ça fasse de l'audience. Donc, du coup, c'est pas des choses qu'on dirait tout le temps dans la vie réelle. Enfin, c'est un peu théâtral. Alors qu'un dessin animé, pas besoin de regarder des dessins animés pour les enfants, vraiment. Vous pouvez très bien regarder les Simpsons, South Park, tout ça. Mais il ne se passe qu'une chose à la fois. Et donc, pour le cerveau, c'est beaucoup plus digeste. D'accord, ok. Parce que oui, j'allais dire que quand j'ai commencé à apprendre le français et l'espagnol, j'ai regardé les chaînes comme Peppa Pig. Peut-être que tu connais tout ça pour les enfants, parce que c'est très intéressant parce qu'ils disent la même phrase plusieurs fois. Il y a un contexte pour chaque chapitre qui est aussi très, très utile. Mais en fait, tu dis que même South Park et The Simpsons, ils fonctionnent très bien aussi. Ah oui, ça fonctionne très très bien. Les dessins animés pour les enfants, ça fonctionne aussi. Mais regardez, c'est l'apprentissage humain classique, hein, j'ai envie de dire. Quand on est enfant et qu'on apprend sa langue maternelle, on voit des images, on répète les mots, on prononce les mots et au bout d'un moment, ça rentre très vite et on est en immersion totale parce qu'on a nos parents qui parlent la langue, on cherche à les comprendre. Faut se rappeler un petit peu de comment on a appris notre langue maternelle quand on cherche à apprendre une langue. Ça n'a pas besoin d'être hyper technique, hyper scolaire, juste
des imagiers, des livres d'images et tout, et s'amuser dans un premier temps, à mémoriser ces mots, puis à les ressortir dans des phrases simples, même si elles ne sont pas correctes au début. Ça, c'est l'apprentissage humain classique. Hein. Et Non, je tout pense à que fait. c'est bien de ne pas le perdre de vue quand on apprend une nouvelle langue, pas se laisser intimider. Non, tout à fait, je suis d'accord. Donc, oui, j'avais une autre question pour toi, en fait. Donc, si tu ne parles pas une langue seconde, langue étrangère depuis plusieurs années, Ouais. tu ne parles pas du tout depuis plusieurs années, quelle est la meilleure façon de faire une remise à niveau après ça? Enfin, tu as plusieurs façons de te remettre à niveau, mais quels sont déjà partir des objectifs de la personne. Pourquoi la personne cherche à se remettre à niveau? Est-ce qu'elle veut prendre un nouveau poste? Par exemple, c'est un cadre cherche à prendre un nouveau poste, veut partir à l'international, etc. Bah là, la remise à niveau, ça va passer par des cours, mais des cours qui sont peut-être plus spécialisés que ce qu'elle a appris à l'école, quoi. Ça va être des cours plus orientés business ou des cours qui sont avec un anglais qui est un peu plus commercial, quoi. Un anglais un peu plus qui va lui servir. Une remise à niveau, tu peux également faire une remise à niveau en te préparant au TOEIC. Ça peut être très intéressant pour pouvoir te remettre à niveau quand les bancs de l'école sont un peu loin, tu sais pas trop, tu n'as pas pratiqué depuis assez longtemps, donc tu es un peu, tu manques de confiance, si tu es capable ou pas. Donc, quelqu'un qui te prépare au TOEIC, c'est une bonne façon d'avoir une remise à niveau de la langue anglaise en général. Et du coup, tu progresseras dans tous les aspects, compréhension, écriture, tu t'exprimeras également. Donc, te préparer au TOEIC peut être une bonne façon de te remettre à niveau et en même temps, ça te donne un challenge. Oui, c'est ça, c'est un objectif, c'est un but. Un objectif, te donner un objectif peut être une bonne façon de te remettre à niveau en te motivant. Si te remettre à niveau, mais que tu n'as pas de projet derrière ou que tu n'as pas de. Tu ne sais pas trop quel est le moment qui fait que ta remise à niveau sera un succès, bah, tu risques de laisser tomber parce que tu ne sais pas où tu veux aller en fait. Oui, non, je pense que le TOEIC, c'est une idée très intéressante. Et aussi, comme tu as dit, c'est un objectif, tu dois travailler pour faire cela. Et donc, aussi, avec le TOEIC, comme tu as dit, tu dois travailler les 4 compétences, la lecture, l'écriture, l'écoute, l'expression orale. Et donc, à ton avis, c'est une bonne idée de travailler les 4 compétences en même temps? En même temps, Pas en même temps, mais il y a certains gens qui n'aiment pas trop faire l'écriture, là par exemple. encore, Ils tu as veulent des faire la pratique de préférences. la conversation. Tu as des gens, tu ne vas pas leur dire écoute, aujourd'hui, tu vas faire que de la grammaire. Aujourd'hui, tu vas faire que de la compréhension. Il y a des gens, ils ne peuvent pas fonctionner comme ça parce que c'est trop d'un coup. Et tu as des gens, tu ne peux pas leur dire bah alors aujourd'hui, de 8h à 10h, on va faire grammaire. De 10h à 11h, on va faire vocabulaire. De 11h à 12h, tu vas écouter des textes. C'est avant tout une question de goût. Les deux sont possibles. Maintenant, moi, je déconseille de tout faire dans la même journée. D'accord. Je préfère de faire répartir en demi-journée si c'est possible. Ou si vous n'avez pas une journée, évidemment, si vous n'avez pas une journée entière, de découper vos séances de travail en 2 maximum. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus digeste sur le cerveau. À chaque fois que vous switchez, à chaque fois que vous changez de sujet, de thématique, donc vocabulaire, grammaire, expression et machin, ça demande un effort cognitif pour votre cerveau qui doit se remettre, même si c'est sur le même sujet, l'anglais, il doit quand même se rappeler ce qu'il a fait avant, remettre dans le contexte, réadapter des nouvelles, réutiliser des règles. Donc oui, c'est bien, ça sollicite tout le muscle, mais le problème, c'est que ça demande de l'énergie. Donc si tu fais ça, si tu changes une fois, puis une deuxième, puis une troisième, au bout d'un moment, tu seras moins efficace quand tu as changé 2 fois que si tu faisais que 2 trucs par jour. Donc moi, j'aime bien dire, par exemple, le lundi, tu vas te préoccuper de le matin. Mettons que tu as une journée complète, ou que tu es 2 fois 2 heures, puisque tout à l'heure, tu as dit 4 heures. OK, je vais faire 2 heures de vocabulaire le matin et je vais faire 2 heures de compréhension l'après-midi. Demain, je m'attaquerai à la pratique, où je mettrai en pratique ce que j'ai appris hier, vocabulaire et en grammaire. Et je vais être un peu plus, l'après-midi, je vais être un peu plus dans l'expression parler ou voir ce qu'il me manque ou les points sur lesquels j'ai besoin d'un peu plus insister, qui ont été un petit peu plus difficiles. Tu vois, tu divises en 2, ça fait faire qu'un seul changement pour ton cerveau. D'accord, ok, donc c'est le changement pour le cerveau qui est Le changement, ça difficile. prend beaucoup de l'énergie.
D'accord, ok. Tu l'as au début. Au début, quand tu apprends une nouvelle langue et que tu es hyper motivé, tu as cette motivation, tu as cette énergie. Mais apprendre une langue, ça prend un peu de temps quand même. Donc, tu n'auras pas toujours cette des années. Non, tout à fait. Donc, et j'ai une autre question, en fait, parce que oui, tu me vois, moi, j'ai toujours un stylo avec moi. Quand je fais une réunion ou des cours, j'aime bien prendre le note à la main. Mais maintenant, aujourd'hui, nous avons beaucoup d'applications pour apprendre la langue. Nous avons Duolingo qui est très bon. Il y a aussi Chinese pour apprendre le chinois, le caractère chinois. Donc, je voulais te demander, qu'est-ce qui est le mieux, en fait, pour mémoriser le vocabulaire? Les applications, l'apprentissage en ligne ou de travailler avec un stylo et du papier? Le mieux, c'est de faire les deux. Okay. Sans déconner, hein. Le mieux, c'est de faire les deux. Plus tu solliciteras ta mémoire, plus tu solliciteras tes 5 sens quand tu apprends une langue, plus tu l'apprendras vite. Quand tu apprends des caractères chinois en les redessinant, c'est bien de les avoir sous application quand même pour pouvoir les voir corrects devant toi. C'est bien d'avoir un support visuel. C'est très visuel. Des langues comme ça, tu as besoin de voir le mot, mais tu as également besoin de le ressentir, de l'écrire. Donc, le réécrire à la main, c'est très important. Quand tu es sur l'application, tu ne peux pas l'écrire à la main. Tu peux faire confiance qu'à ta vision, en fait. Et ta mémoire associative, peut-être, si tu as de l'imagination, tu peux dire, bah, ça me fait penser à ça, etc. Mais tu apprendras beaucoup plus vite le même mot si, en même temps que tu le vois sur une application, tu l'écris de ton côté. Et encore plus vite, si en même temps que tu le vois, tu l'entends prononcer et toi-même, tu essayes de le prononcer pour faire travailler ta mémoire auditive. D'accord, ok. Comme ça va encore beaucoup plus vite. Donc, il y a des gens qui préfèrent les applis parce que c'est un côté plus simple à utiliser et puis qui ont une mauvaise écriture. Donc, voilà. Et il y a des gens qui sont plus efficaces à l'écrit. Moi, je dis, plus tu sollicites les différents sens, plus tu vas l'apprendre rapidement. Donc, tu parles, tu vas l'entendre, tu vas l'écrire. Donc, ça, c'est plus la ressentir finalement, la langue. Oui, voilà. Et la voir également. Mais pas ne solliciter qu'un seul sens, c'est dommage. Non, intéressant, parce que oui, moi, je trouve que moi, j'utilise les applications aussi et j'utilise les applications souvent quand je suis dans le bus ou dans le métro parce que c'est pratique, je m'ennuie, je veux faire quelque chose comme ça, mais en fait, je ne peux pas. Tu peux pas parler. Je peux pas parler non plus. C'est bizarre dans le métro. En revanche, ce que tu peux faire, c'est que tes mots que tu as appris dans le métro le matin, quand tu es au calme chez toi le soir, tu vas prendre 5 minutes pour pouvoir les réentendre et toi, t'entraîner à les reprononcer. D'accord. Ça se fera un petit rappel de ce que tu as vu plus tôt le matin. Il n'y aura personne qui prend ça que tu es bizarre parce que tu es chez toi quand même. Et voilà, et ça fera office de rappel de ce que tu as vu le matin. Ça fera une petite piqûre de rappel qui est vraiment nécessaire quand tu apprends une langue. Non, c'est intéressant ça. Oui, j'ai jamais fait ça en fait. Comme j'ai dit, je pratique, je travaille avec mes applications dans le métro quand j'attends quelque chose. Mais je pense pas jamais faire un rappel après quand je suis chez moi. Donc, ça pourrait être beaucoup plus efficace. Ouais, la clé, c'est que quand tu rentres chez toi le soir, normalement, tu es un peu fatigué de ta journée quand même. Donc, il ne faut pas que ce rappel il soit trop contraignant. C'est pour ça que tu fais des rappels qui sont très courts, rapides, tu ne passes pas trop de temps dessus. Il ne faut pas que ça se devienne une deuxième séance de travail, quoi, tu vois. Tu peux, si tu as l'énergie, tu peux, mais rien que le fait de le relire, réentendre et reprononcer juste comme ça rapidement, ça aide déjà ta mémoire à prendre en compte que ça, c'est une information importante qu'il faudra bien garder. Parce que c'est la nuit que la mémoire oublie. Donc, faire un rappel avant la nuit, tu as plus de chances de sécuriser l'information dans ta mémoire. Ok, intéressant. Et est-ce que tu penses que l'apprentissage de langue peut booster ta mémoire pour d'autres choses? Ah, bien sûr, parce que et vice-versa d'ailleurs. Si tu apprends à utiliser ta mémoire correctement, tu peux ensuite, quand tu arrives à apprendre une langue étrangère, l'apprendre plus rapidement. L'idée, c'est vraiment de solliciter toute ta mémoire, de travailler par session espacée mais concentrée. Donc, ça veut dire parfois, ça, c'est dans une autre salle. C'est tout simplement. Hein,
Et ça veut dire également faire des pauses qui laissent le cerveau digérer l'information et faire des rappels de ton information. Mais si tu as passé plusieurs mois à apprendre une langue, bah, tu vas te rendre compte que si tu apprends un domaine de ta langue maternelle, mais qui n'est pas l'apprentissage d'une langue étrangère, mais qui est en rapport avec ton activité, bah, tu vas te rendre compte que tu l'apprends plus vite, sans savoir pourquoi. Pourquoi? Bah, parce que tu auras appris avec méthode et donc du coup, tu auras utilisé ta mémoire de façon un peu plus efficace. Donc oui, apprendre une autre langue, t'entraîner à apprendre une autre langue, ça va te rendre plus efficace et ça va te faire apprendre et mémoriser mieux dans d'autres domaines également. Ouais. Et l'inverse est également vrai. D'apprendre d'autres domaines en utilisant ta mémoire de façon intelligente et ta concentration de façon intelligente, ça va te permettre d'apprendre l'anglais ou n'importe quelle autre langue plus rapidement. Ok, intéressant. Et donc, aussi, tu m'avais dit que tu proposes une formation sur le télétravail. Oui. Du coup, je voulais te demander, est-ce que tu as des astuces pour apprendre quelque chose seul à la maison, sans professeur ni coach, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'argent pour avoir un professeur ou quelque chose comme ça. Donc, est-ce que tu as des conseils pour ça? Pour le télétravail, l'ennemi, c'est souvent soi-même, en fait. Sans déconner. Et YouTube aussi. YouTube, Instagram, les réseaux sociaux, etc. En fait, quand tu travailles de la maison, tu as un gros avantage, c'est la liberté. La liberté de gérer ton temps comme tu veux. Et le gros désavantage, c'est que ton cerveau, il est dans sa zone de confort, il est chez lui. Il est en mode repos. Il est en mode je fais ce que je veux, il est en mode loisir en fait. Et quand tu mixes les deux, c'est-à-dire le monde du travail et le monde du repos, le cerveau, il a un double message qu'il doit traduire, qu'il doit interpréter, ça lui demande beaucoup d'efforts. Attends, mais pourquoi je bosse de mon canapé alors d'habitude, c'est là où je regarde mes séries? Double message. Ça va lui demander un petit peu d'effort. Il va maintenir cet effort parce que c'est pour le travail, parce que tu vas rationaliser les choses. Et il va le maintenir pendant un certain temps. Et puis au bout d'un moment, il va se rendre compte que tu n'as pas l'énergie pour le faire. Donc si tu veux télétravailler efficacement pour apprendre une langue ou pour n'importe quoi d'ailleurs, tu vas chercher à te créer un cadre de travail chez toi. Donc ça veut dire, pour parler simplement, ça veut dire te mettre travailler chez toi en habit de travail, pas en short, voilà quoi. Enfin, sauf si tu bosses en short, mais ça dépend. faire l'effort d'avoir un horaire. J'arrête à midi, de telle heure à telle heure, je prends ça. D'avoir un planning, ça aide également. Si tu es tout seul pour apprendre une langue chez toi, ça va être de te dire de telle heure à telle heure, je vais me concentrer sur la compréhension. De telle heure à telle heure, je vais me concentrer sur comment parler. Alors, comment parler quand on est seul chez toi? Il existe, je ne sais pas si ça fonctionne encore, mais il existe des sites où tu peux échanger avec quelqu'un, comme des correspondants, si tu veux. Oui, un échange. Voilà, tu peux échanger déjà avec quelqu'un. Tu peux également rejoindre des groupes sur Zoom ou dans ta ville, une sorte de club, des clubs de langue. S'il y en a un près de chez vous, je ne peux que vous recommander d'y aller parce que là, vous allez vous retrouver avec des gens qui sont dans le même état d'esprit. Alors, ce n'est pas trop télétravail parce que voilà, télétravail, tu es chez toi, mais ça peut déjà, si tu dis, voilà, pendant ces 2 heures-là, je sors et je vais dans le club d'anglais pour apprendre un petit peu plus, pour parler tout simplement, parce que c'est là, c'est vraiment parler le plus important. Donc, un cadre, essayer de s'aménager un coin bureau, même si l'appart est petit, de s'aménager un coin travail, de ne pas travailler en mode loisir. Donc, si tu n'as que ton canapé, parce que ton appart est petit, par exemple, si tu veux te mettre en mode travail et que tu n'as que ton canapé, tu vas le tourner, tu vas l'orienter différemment parce que ça, le cerveau, pour lui, ça va être une réinitialisation de l'attention. Ok, intéressant. Si tu as l'habitude, si tu es dans un bureau, tu as l'habitude de jouer sur ce bureau, tu as un ordinateur, tu joues chez toi, tranquille. D'un coup, on te dit, tu es en télétravail, maintenant tu bosses. Si tu veux que ton travail soit efficace, tu vas orienter ton bureau différemment. D'accord.
Et ça, ton cerveau il va prendre le message que c'est pas comme d'habitude. Ce simple changement, réorientation, même de 50 cm, hein, ça suffit à ton cerveau à faire la part des choses entre travail et loisir. Déjà, il y a ça. Essaye de travailler debout, si c'était possible. Pourquoi? Parce que, comme je disais tout à l'heure, en mouvement, le cerveau est plus concentré et tu es dans une posture qui n'est pas une posture de loisir. Donc, ton cerveau, se met plus facilement au travail et peut rester concentré plus longtemps. Là, j'ai un bureau, je peux le mettre en position debout si je veux. Donc, quand je bosse, je suis en position debout. Quand je suis là en interview ou en position où j'ai juste à parler comme ça, je suis en position assise. Mais quand j'écris mes textes pour mes bouquins, par exemple, quand j'accompagne quelqu'un, là, il faut que j'ai une démarche très, très active. Là, je me mets en position debout où là, je peux m'exprimer plus facilement. Et même, vous pouvez faire le test, mais si vous vous lancez dans des discussions, des échanges pour apprendre l'anglais, par exemple, vous allez avoir un bien meilleur anglais si vous êtes en position debout que si vous êtes en position assise. Ça paraît un petit peu bizarre, mais je vous garantis que c'est le cas parce que vous êtes dans une position plus dynamique et vous pouvez faire plus de gestes, votre corps, votre cerveau va trouver les mots plus facilement. Mais ce n'est pas plus fatigant non plus? Alors, c'est fatigant si tu le fais pendant vraiment toute la journée. Genre, moi, la position debout, je le fais que le matin de 8h à midi. 8h midi, je fais position debout, mais tu n'es pas obligé de faire 4 heures. Même 4 heures, c'est beaucoup. Hein. Mais même, imagine que ce qui te pose le plus de problèmes, tu vois, c'est la grammaire en anglais et que tu dois te poser, être concentré, etc. pour apprendre la grammaire. Bah là, fais-le en position debout, ça. Ton heure de grammaire, si tu as dit que tu voulais faire une heure de grammaire, fais-le en debout. Tu verras que tu seras beaucoup plus concentré et beaucoup plus efficace si tu fais des exercices, par exemple. Ok, très intéressant. Très intéressant. Je ne savais pas. Moi, j'aime bien aussi travailler debout, mais je ne savais pas que ça fonctionnait aussi pour le cerveau. Ok, donc juste une dernière question. Alors, donc, est-ce que tu as des livres ou des blogs ou d'autres techniques à recommander? Je veux dire que si tu veux dire sur l'apprentissage de l'anglais exclusivement? Non. Sur travailler la mémoire aussi. Pour travailler la mémoire, je suis obligé là, de parler de mon site et de mon blog Potion de vie et de ma chaîne YouTube Potion de vie parce que c'est un peu le cœur de mon travail depuis tant longtemps. Les gens sont satisfaits, donc je peux que hein, J'en suis sûr. Je suis un peu obligé, quoi. Ok. Désolé. Ok. Et une dernière technique peut-être à nous conseiller? Une technique à conseiller. Prenez le réflexe systématiquement de faire un petit résumé, une petite révision mentale de ce que vous avez appris aujourd'hui. Juste ce petit réflexe. Et ça doit être fait aujourd'hui, pas demain. Avant de dormir ou pas forcément juste avant de dormir, mais plus tard dans la journée. D'accord. Okay, quelques heures après. Quelques heures après ou avant de dormir si vous n'avez pas le temps avant, mais aujourd'hui. Pourquoi? Parce que comme je disais tout à l'heure, c'est dans la nuit que la mémoire oublie les choses. Donc, si vous faites cette révision mentale, même si elle est imparfaite, même si elle n'est pas tout à fait complète, elle va être efficace, elle va empêcher votre cerveau, votre mémoire d'oublier des informations qui pourront être cruciales le lendemain matin, quoi. Donc, prendre ce réflexe-là, c'est déjà très intéressant, c'est très important. C'est une petite technique qui sert bien pour les langues parce qu'il y a beaucoup de nouvelles choses à apprendre. Ça sert bien dans tous les domaines également en général. Ça fait partie un peu des bons usages de la mémoire, quoi. Ok, très bien. C'est ça que je conseillerais. Donc, par exemple, imagine que tu as envie de retenir un petit peu tout le message de cette interview, bah, tu vas la laisser passer. Puis quelques heures après, tu vas essayer de te rappeler 3 informations importantes, par exemple, qui t'ont marqué. Tu vois. Et le fait de refaire cet effort de rappel, ça va solliciter ta mémoire et ça va lui envoyer le message à ton cerveau que l'information est importante, il faut surtout la garder. Ok, bon, je vais essayer de faire ça ce soir. Je te promets. Ok, non, mais c'est un très bon conseil. Ok, well, merci beaucoup. Ça, c'est toutes mes questions. Je pense que ça, c'était super intéressant. On a pas mal de techniques et des idées là pour nous aider à apprendre une langue, à apprendre autre chose aussi. Donc, je te remercie. Je merci d'être venu et donc si les gens veulent te chercher en ligne, j'imagine on peut chercher en Google Jean-Yves France et voilà, on va trouver
Ouais, facilement. Temps blanc ou quelque chose comme ça. OK, cool. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Jean. Ouais, bonne journée à tous. Salut.